Alors, quand on pense au monde antique, on imagine souvent des rois majestueux, des batailles épiques ou des temples immenses construits pour des dieux lointains, n'est-ce pas? On se dit souvent que c'était une époque dominée par le chaos ou juste la loi du plus fort. Eh bien, figurez-vous que la réalité quotidienne de ces civilisations était complètement différente. Imaginez un peu, un monde des affaires ultra réglementé, un réseau de commerce caravanier international qui nécessitait des contrats en béton armé, des audits rigoureux et des agents de conformité qui ne laissaient absolument rien passer. L'Antiquité, ce n'était pas un grand marché ou puce chaotique, c'était un écosystème économique d'une complexité littéralement fascinante, avec des règles d'entreprise extrêmement strictes. Alors préparez-vous, car aujourd'hui, on va explorer les salles de conseil et les tribunaux impitoyables de l'Ancien Monde. Allez, plongeons directement au cœur de ce sujet, la fraude en entreprise. Est-ce que c'est une invention moderne? Est-ce que les scandales financiers, la falsification des comptes ou les détournements de fonds sont apparus par magie avec Wall Street et les tableurs Excel? Eh bien, grâce à des milliers de textes anciens miraculeusement préservés, la réponse est un non massif et catégorique. En fait, le monde des affaires sumérien et babylonien était strictement réglementé. Pourquoi? Parce que la tentation de s'en mettre plein les poches sur le dos de ses partenaires était exactement la même il y a 4000 ans qu'aujourd'hui. Ils ont donc dû inventer des systèmes légaux et comptables infaillibles pour garantir la confiance. Pour bien comprendre comment ça marchait, il faut qu'on s'arrête sur deux mots-clés de l'économie antique. D'abord, le damgar. On ne parle pas ici de petits marchands ambulants, non. Ce sont des agents commerciaux spécialisés, de véritables courtiers de haut vol qui géraient des transactions à des milliers de kilomètres. Ensuite, il y a le narukum, qui veut dire le capital commercial. Littéralement, c'est le sac d'investissement. Des investisseurs très riches mettaient leur argent en commun dans ce narukum pour financer des expéditions massives. C'est carrément l'équivalent antique de nos fonds d'investissement modernes, manipulant des sommes colossales d'argent, de lapis-lazuli et de céréales. Un vrai business à grande échelle. Mais, vous le savez bien, avec de gros investissements viennent de très gros risques. Comment être sûr qu'un agent, parti pour des mois dans le désert avec tout votre capital, ne va pas juste disparaître dans la nature ou mentir sur ses marges? La solution à l'époque, une paperasse absolument exhaustive. Entre le grand patron, le principal, et l'agent qui voyageait, la règle était d'une sévérité absolue. Pour chaque caravane, l'agent devait fournir un reçu ultra détaillé de tout ce qu'il transportait. Et c'est là le point crucial. Tout ce qui n'était pas sur cet inventaire officiel ne pouvait faire l'objet d'aucune réclamation plus tard. Si ce n'était pas écrit noir sur blanc ou plutôt gravé dans l'argile, ça n'existait tout simplement pas aux yeux de la loi. Et justement, regardez à quoi ressemblaient ces fameux documents. Ce sont des registres judiciaires de la ville d'Umma. Regardez la densité de cette écriture cunéiforme. C'est un travail de fourmi. Les scribes étaient les véritables chiens de garde de l'économie, les auditeurs intraitables de l'Antiquité. D'ailleurs, petit aparté, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur l'école des scribes qui existe déjà dans notre chaîne. C'est vraiment fascinant. C'est grâce à leur travail méticuleux que l'administration pouvait tourner comme une véritable banque centrale moderne, en traçant absolument chaque transaction et chaque dette avec une transparence totale. Et dans ces archives, on trouve de vraies histoires de true crime financier. Prenons le cas de James Wen. Cette femme débarque et affirme qu'on lui doit 2 mines d'argent. C'est une somme astronomique pour l'époque. La débitrice, femme d'un haut fonctionnaire, se défend en tribunal en disant qu'un juge célèbre, Kiak V, avait déjà classé l'affaire en sa faveur. Mais là, pas de chance pour elle, la justice babylonienne était rigoureuse. Les scribes ont sorti les registres, le commissaire de l'affaire a été appelé à la barre et il a dit devant tout le monde « c'est un mensonge ». Face aux preuves accablantes gravées dans l'argile, la supercherie est tombée à l'eau. Les archives avaient toujours le dernier mot. On peut se demander comment est-ce qu'ils protégeaient ces données contre les piratages et les falsifications? Eh bien, ils avaient un système de sécurité en 3 étapes dignes de nos meilleurs cryptages actuels. Étape 1, les enveloppes d'argile. La tablette était enfermée dans une autre couche d'argile avec un résumé du contrat et les sceaux des témoins. Étape 2, ces tablettes validées devenaient des reçus certifiés. Impossible de les modifier sans casser l'enveloppe extérieure, ce qui crevait les yeux en cas de fraude. Étape 3, des registres publics centralisés dans les temples faisaient office de sauvegarde officielle. Comme quoi, la sécurité des données, ce n'est vraiment pas nouveau. Section 1, la criminalité en col blanc et la justice brutale du commerce antique. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la différence vertigineuse avec notre époque. Aujourd'hui, un comptable qui maquille les comptes risque une amende ou, au pire, une peine de prison souvent aménagée. Dans le monde antique, l'économie reposait sur une confiance aveugle dans les écrits des scribes. Du coup, falsifier les registres comptables, c'était vu comme une attaque contre la société entière. Et la sanction tombait. Le scribe ou l'agent fautif subissait de violents coups de bâton en public. Vous imaginez ? La violence physique corporelle comme réponse directe à la fraude intellectuelle. Ça ne rigolait absolument pas. Mais la justice physique n'était qu'une partie du problème. Les amendes financières étaient là pour vous ruiner complètement. Retenez bien ce chiffre. 3. Si un agent voyageur était surpris à faire une fausse déclaration pour cacher des profits ou voler ses investisseurs, il était pénalisé au triple. Il devait rembourser 3 fois la valeur de ce qu'il avait tenté de voler. Une méthode de dissuasion massive pour s'assurer que personne ne tente de tricher sur les routes. Et si vous pensiez que les élites, les gros investisseurs s'en sortaient mieux, regardez ce chiffre. 6.
Le système antique considérait que plus vous aviez de pouvoir, plus vous étiez responsable. Si le principal, donc le grand patron de l'expédition, commettait une fraude similaire pour tromper ses agents ou ses partenaires, la pénalité était multipliée par 6. La loi frappait 2 fois plus fort les puissants qui abusaient de leur position. Une sacrée leçon d'équité, pour sûr. Jetez un œil à cette magnifique archive sargonique scellée. Ce sceau garantissait l'intégrité de la transaction. Tenter de modifier ce genre de document, par exemple pour gonfler une dette, c'était franchir la ligne rouge absolue. Ce n'était pas un simple délit, c'était un crime majeur, souvent puni à la discrétion du roi lui-même. Ça pouvait aller de l'exil définitif à la confiscation de tous vos biens jusqu'à la peine de mort. Tenter de créer de l'argent factice avec un bout d'argile pouvait littéralement vous coûter la vie. Section 2, le prix du parjure, ou les conséquences implacables pour un mensonge sous serment. Écoutez un peu cette clause extraite d'un ancien contrat de vente babylonien. S'il y a un réclamant, sa langue lui sera arrachée. Prenez une seconde pour absorber ça. Dans un monde sans preuve ADN ni caméra, la parole donnée sous serment devant les dieux était sacrée. Si vous vendiez une propriété illégalement, on ne vous demandait pas juste des dommages et intérêts. La langue qui avait proféré le mensonge commercial était physiquement retirée. C'est terrifiant, mais c'était la règle. Et ce n'était pas une exception. Un peu partout, de l'Égypte au Proche-Orient, les châtiments pour faux témoignages font froid dans le dos. Ça commençait souvent par 100 coups de bâton bien sentis. Pour les cas plus graves, les menteurs subissaient la mutilation du nez et des oreilles. Le but ? Les transformer en panneaux d'avertissement ambulants pour que tout le monde sache qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Ensuite, direction les travaux forcés ou l'exil dans des contrées lointaines. On effaçait le fraudeur de la société, tout simplement. Il y avait aussi ce qu'on appelle la loi du talion. Si vous accusiez faussement un concurrent d'un crime très grave pour vous en débarrasser et qu'on découvrait votre mensonge, vous subissiez exactement la peine que vous vouliez lui faire infliger. S'il risquait la mort, vous étiez exécuté à sa place. Et en bonus, on ajoutait des humiliations publiques. On vous rasait la moitié de la tête, on vous perçait le nez et on vous faisait défiler dans la ville pour détruire votre réputation à tout jamais. Alors face à tout ça, on se demande forcément, pourquoi était-il aussi extrême ? Pourquoi un système si avancé financièrement était-il si brutal ? C'est ce qu'on appelle la doctrine in terrorem. Les châtiments étaient conçus pour être terrifiants parce qu'il n'y avait pas de police pour surveiller des caravanes à des milliers de kilomètres. La peur absolue était la seule stratégie pour s'assurer que les contrats soient respectés et pour protéger tout l'écosystème économique de l'Empire. Au final, quand on décrypte ces tablettes, on réalise qu'on est en train de regarder les fondations mêmes de notre droit des sociétés modernes. L'exigence de reçus détaillés, le rôle des auditeurs, la pénalisation plus sévère des patrons par rapport aux simples employés, tous ces concepts qui nourrissent notre gouvernance d'entreprise aujourd'hui ont été testés et validés il y a des millénaires. Les outils ont changé, on est passé de l'argile à la cryptographie, mais la nature humaine et notre besoin d'encadrer l'avidité par la loi, ça n'a pas bougé d'un pouce. C'est fascinant de voir comment cette sagesse antique résonne encore aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir plus de fragments sur l'Antiquité et surtout qui est la base de notre style de vie aujourd'hui. Et pour finir, je vous laisse sur cette réflexion. Si nos lois actuelles appliquaient des peines aussi implacables que celles de l'ancienne Mésopotamie, croyez-vous que la fraude financière existerait encore ? À très bientôt pour un nouveau décryptage.